Oui, allô? Alors, je t'écoute. Comment va-t-on t'appeler pour cet enregistrement? Alors, on va m'appeler Julien pour cet enregistrement. Je t'ai informé que tu étais enregistré. Tu acceptes d'être diffusé sur ma chaîne Études de cas jusqu'à la date de ton choix qui est... Alors, j'accepte d'être diffusé jusqu'à dans une vingtaine d'années, ça sera très bien. Ok. Tu m'appelles parce que tu es VIP, Eco, Intégral, Premium? Premium. Premium, félicitations. Et donc, tu peux me joindre le samedi, puisque nous sommes samedi, contrairement aux échos et intégrales, où c'est du lundi au vendredi. Voilà. Et tu es passé par Martin, Christophe ou Thomas? Par Martin, oui, tout à fait. Alors, on t'écoute. Alors, comme je te disais, j'appelle pour un cas professionnel. Donc, ça va faire maintenant une petite année que j'ai été recruté par une filiale d'une boîte suisse pour un pays africain, qui est un projet dans les matières premières, c'est pour situer un petit peu quand même où on est. Bon, c'est de l'or, du diamant ou du pétrole? Le troisième, du pétrole. Ok. C'est à la mode en ce moment. Et donc j'ai été recruté puisque la boîte suisse avait beaucoup de problèmes, entre autres avec l'équipe locale, hein, qui sont des locaux tout simplement. Donc travailler entre la Suisse et l'Afrique n'est pas tout à fait la même. C'est pas grave. Sans blague. Pour ça. Oui. Voilà, c'est pas des mauvais gars, mais c'est pas la même manière de travailler. Ah bon? Ah bah Vient tiens. se rajouter là-dessus, c'est que j'ai une chef allemande en plus, là au milieu. Donc forcément, rien qu'à l'entretien, je savais dès le début qu'il y a quelque chose qui collait pas. Et comme ce projet commence à prendre un petit peu d'ampleur, il est possible que je me vois proposer en fait le poste de DAF, qui est tenu actuellement par un Africain. L'autre problème que j'ai par rapport à ça, c'est que ma chef... Alors, pour resituer, j'ai écouté le séminaire Au secours, ma supérieure est une femme. Donc j'ai retrouvé tous les... Est-ce que tu confirmes bien, orageux, que le titre est une provocation et qu'évidemment, le compte... Ah mince, attends, il y a une scie à côté de moi. Pardon, je suis obligé de rentrer. Est-ce que tu confirmes bien que le titre est une provocation et que le contenu est évidemment beaucoup plus équilibré que ne le laisse présager le titre? Oui, bien sûr, le titre est accrocheur, mais après c'est beaucoup plus général et beaucoup plus posé, forcément. Forcément, mais les kiwis à deux chiffres ne comprennent pas ça. Ben, je peux leur confirmer, en tout cas, c'est effectivement, c'est beaucoup plus général que juste le titre. Et donc on écoute. Donc, j'ai une chef, effectivement, qui est à distance, puisqu'elle est en Suisse, l'équipe locale donc sur place. Sauf que cette chef, malgré toute la sympathie que je peux avoir pour elle, n'est pas compétente, mais pas du tout. Elle n'est pas du tout technique, et c'est une très mauvaise organisatrice. Elle est très mal vue par la hiérarchie du reste du siège. Et moi, je suis là au milieu, je dois à la fois me positionner par rapport à elle, qui est donc ma hiérarchie directe, par rapport à l'équipe locale où je dois faire l'interface, mais je ne dois pas me les mettre à dos, tout en, mettant une certaine pression en les faisant avancer. Et par rapport au reste du siège, puisqu'il y a quand même les contrôleurs, le top management, où je ne suis pas censé donner d'informations en direct, mais ça reste un petit peu l'actionnaire, et j'ai instruction directe de ma chef de ne pas donner d'informations, ce que je trouve un petit peu aberrant. Et là, au milieu, j'essaie de me positionner de façon durable parce que, 1, je ne peux pas mettre ma chef à dos. 2, il faut que je travaille avec l'équipe. Et 3, je trouve assez inconcevable de ne pas faire remonter quelques infos au top management, surtout qu'elle fait remonter des informations un peu n'importe comment. Et si j'avais pas déjà, remonté les informations au top management sans respecter les instructions qui m'ont été données, elle remontait des chiffres un peu idiots et je serais moi-même passé pour un idiot. Donc, t'as un exemple, parce que là c'est un petit peu simple comme ça de dénigrer dans la in abstracto quelqu'un qui n'est pas là. T'as un exemple qui nous convaincrait. On a un forage. Le forage, l'actionnaire, c'est son premier forage. Lui, il veut comprendre combien ça va lui coûter. C'est un forage d'exploration, c'est tout à fait normal qu'il y ait des coûts qui débordent par rapport au budget. C'est le métier qui est comme ça. Mais ma chef, pour plaire au top management,
on a quand même dépassé, on a fait un x2 hein, quand même. Ma chef sous-estimait régulièrement l'évolution des coûts qui arrivait, ce qui donnait l'information complètement inexacte à l'actionnaire que lui, il y avait une sorte de budget qui dérapait sans fin. C'est complètement idiot. Alors que moi, j'avais calculé, c'est un peu mon métier, cost-contrôleur de base. Dès la moitié du forage, je voyais à peu près où on allait. À 5% près, je pouvais te dire le prix final. Et comme on avait une mauvaise remontée d'informations, l'actionnaire, lui, il commençait un petit peu à s'énerver. Voilà, c'est un cas très concret. Mmh. Et comme je suis bien avec le cost-contrôleur, moi, je lui ai fait remonter mes vrais chiffres en lui expliquant que je n'étais pas d'accord avec la vision de ma chef. Mmh. Et les faits, on a fini le forage, les faits me donnent raison. Hein. Je connais un peu mon taf sur le coup. Ok. Avec tout ça, comme l'équipe locale est très mauvaise et que j'ai fait un petit peu mes preuves, manifestement, on va me proposer, c'était déjà un petit peu prévu comme ça pour peu que je fasse bien mon taf, que je prenne en fait en charge l'équipe locale finance. Et c'est une négociation qui va arriver au mois de septembre. Moi, ce qui m'intéresse, alors outre de négocier les meilleures conditions salariales, on est en expatriation, donc il y a tout le package, mais c'est aussi une certaine autonomie. Parce que dès que ma chef veut mettre son nez dans l'organisation locale, elle fout le bordel. Elle bypass la hiérarchie. Enfin, on a un chef congolais, on a un chef comptable congolais. Elle les traite comme dans Tintin au Congo, quoi. Il y a un petit peu de ça, et elle va directement au comptable en bypassant la hiérarchie. Donc, il y a une certaine organisation qui est ce qu'elle est. Elle n'est pas toujours très efficace, mais elle vient encore mettre son grain de sel là au milieu. Donc, c'est vraiment très, très bordé. Alors, habituellement, les postes en Afrique sont bordéliques. Les expats sont payés pour mettre un peu d'ordre là au milieu, pas de souci. Mais là, elle vient remettre une couche de bordel. Je te laisse la responsabilité de ses propos. Non. Je voudrais pas qu'on m'accuse une énième fois de prôner la sainte carte. Parce qu'elle voit bien que la situation lui échappe, alors elle se sent d'intervenir à tout bout de champ sur des conneries. Et en plus, vraiment des conneries. Enfin, je veux dire, on est dans un milieu où on brasse quand même des grosses sommes. Elle va nous emmerder pour les taxis locaux qui sont à l'équivalent de 3 €. On s'en fout. Enfin... Voilà. Alors, moi, non mais je comprends bien, mais oui. Je n'entends pas tout à fait la question. Alors, la question, j'allais venir justement, c'est que certes, on va me proposer, hein, c'est tellement dans les tuyaux qu'il n'y a pas trop de suspense, le poste de chef de service sur place. Moi, ce que je veux négocier, c'est ma plus grande autonomie possible. À la limite, je vais faire monter toutes les informations qu'elle veut, tout le reporting qu'elle veut, mais qu'elle ne vient pas mettre trop le nez, c'est quand même la hiérarchie, je n'ai pas de souci avec ça, mais qu'elle ne mette pas trop le nez, trop le bordel par rapport à ce que je vais essayer d'organiser en essayant de remettre un peu d'ordre, un peu d'efficacité dans l'équipe locale. Donc, et je ne peux pas lui présenter comme ça, puisque ça... Mais là c'est ta N+1 dans le contexte actuel, mais qu'est-ce qui dit que ça resterait ta N+1 dans le nouveau poste? Alors, on est sur un projet pétrolier d'une boîte suisse, c'est son premier vrai projet pétrolier. C'est un trader à la base. Et comme ils gagnent de l'argent, il faut bien qu'ils investissent leur argent dans des actifs. Ma chef est venue avec un DG, ce sont des apporteurs d'affaires. Donc ils ne sont pas officiellement dans la boîte suisse. Et comme c'est des apporteurs d'affaires, c'est un peu des externes en quelque sorte. Je ne connais pas leur contrat, je ne connais pas les liens, mais d'après ce que m'ont dit un peu les quelques contacts que j'ai avec le siège, eux, ils sont intéressés, on va dire, par rapport à la production. Ils ont été apporteurs d'affaires entre l'État congolais, entre la boîte suisse et les autorités locales, et puis les anciens propriétaires, on va dire, du champ pétrolier. Donc, quelque part, j'ai cru comprendre qu'ils avaient un contrat indéboulonnable. Cette chef n'est pas compétente. Mais apporteur d'affaires, en quoi c'est un contrat récurrent? Parce qu'une fois que l'affaire est là, elle est là. Un apporteur d'affaires, il est commissionné. Il est commissionné, il sera commissionné à la production. Et moi, ce que j'ai compris, ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'ils avaient un tel contrat entre la boîte suisse et eux, qu'il était indéboulonnable et qu'il était intéressé à un certain pourcentage de la production. Qui est il? Il, l'apporteur d'affaires, donc
le DG et Et qui va ta- avec ma DAF, Ok. la chef, Ok. et la Ok. boîte suisse. Ok. Voilà. Donc pour moi, ils sont indéboulonnables. Ils sont pas très aimés du siège, mais ils sont là, il faut faire avec. Mhm. Et c'est un peu pour ça qu'ils essayent d'avoir une certaine autonomie Mm. et qu'ils veulent faire le moins de reporting au siège. Voilà. C'est leur bébé, ils veulent pas que l'actionnaire mette le nez dedans. Mais bon, c'est quand même l'actionnaire qui paye. Donc forcément, ça coince. Mm. Et donc la question est, comment La tu question peux est, moi je dois marquer ton positionner territoire. là au milieu. Voilà, marquer mon territoire, pas seulement pour avoir mon territoire, c'est par efficacité tout simplement. Sinon, dans un an ou deux, je vais en avoir marre, je vais claquer la porte, ou inversement, c'est eux qui vont me mettre dans la vie. Je voudrais juste rajouter un point. Dans ton nouveau poste, tu reportes à l'Afrique ou à la Suisse? Je reporte à la Suisse, mais je suis censé faire valider par ma hiérarchie, ma chef avant. Même si, comme elle ne comprend pas toujours tout ce que je fais, on sent que c'est de la validation un peu pour la forme. Mmh. Évidemment, c'est un peu dur en disant ça, mais c'est vrai. Hein, non, mais cette configuration n'évoquera, on imagine, absolument rien aux 30, 40, 50 000 personnes qui vont écouter cette étude de cas et elle est dénuée de tout a priori de misogynie, hein, bien sûr. Non, j'ai même plutôt une certaine sympathie pour ma chef. Elle est juste pas à niveau. Et même le siège me l'a dit tel quel. C'était une assistante du DG qui n'a pas le niveau pour être un DG d'une grosse filiale pétrolière. Et pour avoir vu son LinkedIn, bon, c'est une assistante qui est bien positionnée au bon moment, au bon endroit, un peu par hasard. Mmh. Oui. Et je soupçonne un lien avec le DG. Je connais assez oui. au coucher du soleil avec le DG. Enfin bref, voilà. Tu avais déjà compris en avance. Oui, j'ai compris au par hasard, si tu veux. Enfin, j'avais une suspicion, mais le par hasard n'a fait que la confirmer. De la même manière que les ressources humaines ont beaucoup de ressources, mais pas grand-chose d'humain, les assistantes de direction ont beaucoup d'assistantes en elles et assez peu de direction. C'est très... Oui, je vais reprendre ton expression. Elles sont en général assez accortes et assez féminines. Oui. Je le sais, j'en ai niqué des assistantes de direction. Ouais, oui, elle a une légère quarantaine, blonde, allemande. Oui, elle doit plaire encore, elle a dû plaire. Oui, généralement assez bien conservée, assez féminine. Qui présente bien, comme on dit en province. Écoute, l'enjeu, en fait, c'est l'échéance du constat. Pas du contrat, du constat. C'est à partir de... Parce que les personnes comme ça ont une durée de vie, finalement, pas si longue. Leur inanité, leur inutilité ou leurs impérities finissent par se voir. Et une fois qu'elles sont vues et sues et connues, ces personnes sont bypassables sans trop de risques. L'enjeu, c'est à partir de quel moment c'est su de tous ou de la plupart. Parce que quand tu es le seul à le percevoir, on va te soupçonner de ne pas avoir le team spirit, l'esprit d'équipe, de ne pas faire corps, qui dit corps dit corporate, et de ne pas jouer le jeu du process. On va te soupçonner d'écarter les process. Dès que ces impérities feront consensus, tu pourras aisément bypasser cette personne. Donc c'est une question de timing en fait. Ça va être à toi de sentir le moment où son vernis de compétence va craquer. C'est-à-dire, quand je discute avec les contrôleurs du siège, c'est eux-mêmes qui m'ont dit qu'elle avait le niveau d'une assistante. Avant que je sois employé, recrutée, il y a une toute petite année maintenant, elle était déjà sur le siège éjectable. Le siège en a complètement conscience qu'elle est nulle. Et c'est pour ça que le gars essaie d'avoir des informations en direct par moi. Bon, s'il y a consensus, il n'y a pas danger alors. S'il y a consensus, il n'y a pas danger. D'accord.
S'il y a consensus, il n'y a pas de danger. A-t-elle quelqu'un de son côté, à part celui qui se promène avec elle au coucher du soleil? Ben, c'est quand même le DG, l'apporteur d'affaires, donc c'est lui le DG officiel de la boîte, c'est pas rien. Comment le DG apporte... Le DG est aussi l'apporteur d'affaires, lui. Oui, c'est surtout lui. Est-ce que tu n'as pas moyen, pour ne pas te l'antagoniser, de faire une espèce de double version de tes rapports? C'est-à-dire la version, la version qui contient les éléments efficaces directement à la personne concernée, et une espèce d'exec summary un peu barbare pour Jacqueline, l'assistante de direction. C'est déjà le cas. C'est une Allemande. On ne passe pas par ma chef. Voilà, ouais. Oui, c'est une Allemande, oui. Petra, alors. Voilà, Petra. C'est déjà un peu le cas, mais tu vois, c'est là où je suis pas confortable, parce que j'ai l'impression d'être un petit peu sur une crête. D'un côté, je peux parler contre ma chef, ça comme on l'a dit. J'ai au minimum aussi la reconnaissance du ventre, et elle n'est pas franchement antipathique, même un peu chiante des fois, mais ça va. Et de l'autre, je peux pas. Enfin, c'est le fonctionnement normal, c'est l'actionnaire qui paye, il doit avoir un minimum de reporting fiable. En l'occurrence, je ne vois pas d'autre axe que ce que j'ai évoqué, c'est-à-dire la médiocrité fait toujours consensus un jour. Toujours. Et quand bien même ça dure, quand bien même le vernis de compétences durerait des années, il y a un jour où elle éclate. Sur un contrat, sur une mauvaise réaction presse, un mauvais tweet, un mauvais mail. Je me réfère à la jurisprudence MAM, Michel Alliot-Marie, hein, si je ne la confonds pas. Non, c'était elle ou c'était Guigou? Non, c'était MAM, je sais, qui était ministre de la Défense et qui avait, dans un tweet, je crois, ou une interview, pris fait et cause pour l'État tunisien, algérien ou marocain, là, au début des printemps arabes, et qui avait été rabroué immédiatement par... est-ce que c'était Sarko, est-ce que c'était Hollande? C'était Hollande, je crois. Je sais plus. Je fais quelques anachronismes de politique récente. Et à un moment, elle n'est jamais... pourtant, elle avait un petit peu une image comme ça de rigueur dans les dossiers, d'une certaine teneur culturo-intellectuelle. Et en fait, une erreur a suffi à la discréditer. Elle ne s'en est jamais remise, on ne l'a jamais revue. Hein. On ne sait même pas si elle est en vie ou si elle est morte. On ne l'a plus jamais revue ou entendue. Hein. Elle a été débarquée dès le gouvernement suivant et elle a disparu dans les bas-fonds. Donc la médiocrité fera toujours consensus un jour. À un moment ou à un autre. Je pense que c'est le cas déjà. Hein. Si le vernis est déjà bien craqué. Donc soit c'est le cas, soit tu fais le pari que c'est le cas et tu ne t'encombres plus de l'importune. Soit tu te dis qu'il faut encore quelques mois ou quelques années de craquage de vernis, auquel cas, tu doubles un peu ta quantité de travail, tu produis deux rapports. Tu produis deux sources d'informations, une plus ou moins édulcorée, plus ou moins bébête, plus ou moins formelle, on va dire. Et l'autre qui s'encombre moins de formel et qui va à l'essentiel de ce qu'attendent les gens qui vont faire le taf. Voilà. Je n'ai pas d'autres... C'est confirmation de la stratégie que j'utilisais un peu pour le moment. Ça, c'est bien. Tu sais, il y a des phases de la vie où il faut contenter des publics orthogonaux. Hein, et moi, ça m'est arrivé. Alors, le contexte n'a absolument rien à voir, mais... Quand j'ai décidé de faire ce mémoire à Sciences Po sur le milieu des comédiens, je savais qu'une grande partie, peut-être pas 100%, mais au moins 50%, ne pouvait pas être lue par les deux publics, c'est-à-dire par les théâtres qui m'avaient accueilli et par les chercheurs à Sciences Po. Et donc, en fait, les 50% du mémoire, je les ai écrits 2 fois. J'en ai écrit 2 versions. Parce que la version universitaire aurait été beaucoup trop froide, beaucoup trop aride, beaucoup trop chiffrée pour satisfaire les gens qui m'avaient accueilli pendant des mois dans les directeurs de casting, les comédiens, les professeurs, les réalisateurs, etc.
Et de l'autre côté, je ne pouvais pas valider mon année, enfin mon DEA, avec ce que j'avais produit pour cocher. Donc j'ai écrit 2 fois la première moitié. À choisir, bien sûr, si je n'avais eu le temps et les capacités que de le faire une seule fois, j'aurais fait la version Sciences Po, parce qu'il me fallait mon diplôme. Mais par gratitude, j'en ai réécrit une deuxième, donc c'était quand même, je crois que ça devait faire 120 pages, donc ça fait quand même 60 pages, c'est pas rien, pour ne pas heurter, blesser ou décevoir les gens qui m'avaient... Et d'ailleurs, le principal intéressé étant décédé, et ben il ne le saura jamais, tu vois. Donc parfois, il faut savoir se donner un petit peu plus pour satisfaire, pour passer sous les radars de différentes personnes, voilà. Et le jour où le consensus éclate, et ben tu l'oublies. Tu l'oublies, et de toute façon, elle sera tellement... occupée à dissimuler sa honte qu'elle ne réclamera plus tes reportings. Et d'accord, donc donc je continue donc sur ma ligne de crête, je comprends un petit peu la stratégie à mettre en place et à continuer d'ailleurs. Et pour la négociation donc qui arrive pour le futur poste, je peux pas lui dire, enfin, comment faire passer le message tout en diplomatie. Occupe-toi de rien, je m'occupe de l'équipe locale, juste laisse-moi travailler, enfin, en le disant de manière beaucoup plus diplomate et qui passerait beaucoup mieux, quoi. Tu ne peux pas. Oui. Tu ne peux pas l'exiger, tu peux... non, tu ne peux pas, ça n'existe pas. Tu n'as pas le poids nécessaire pour évincer une personne, donc tant que tu ne l'as pas, tu restes sur une C'est pas évincer, c'est essayer de présenter comme, écoute, je récupère le boulot, comme ça tu peux te concentrer sur les tâches entre guillemets plus stratégiques, mais... Oui, non, mais elle a beau être limitée, elle n'est pas conne non plus, et chacun oui, voilà, ayant une conscience aiguë de ses propres intérêts, elle va quand même bien comprendre que son périmètre se réduit et que tu l'évinces. De quelque manière que tu le présentes, t'inquiète pas qu'elle va comprendre. D'accord, donc faut pas que je fasse mon bourrin, ça sert à rien. Je ne vois pas le levier de négo qui te permettrait de le faire. Par contre, encore une fois, le temps est de ton côté. D'accord. Il n'y a pas d'urgence, le temps... C'est pas la négociation, c'est un peu de patience et laisser les choses se dérouler. Tu peux rien négocier du tout. Négocier, ça veut dire échanger des ressources pertinentes contre des ressources pertinentes. Qu'est-ce que tu vas échanger contre le fait qu'elle t'oublie? Rien. Non, elle m'oubliera pas, mais que... Ouais, mais qu'est-ce que tu as à échanger? Que dalle. Le seul petit point, c'est que quand le siège dit que c'est une assistante, c'est vraiment une assistante, elle en a aussi la mentalité, c'est-à-dire elle va pas travailler le week-end et à 18h elle est partie, quoi. Ce qui est inconcevable avec un poste de DAF groupe. Oui, mais ce qui va contribuer au moment, à la pierre d'achoppement. S'il y a un moment, elle va glisser sur la pierre d'achoppement et unanimement, le consensus va dire, bon, Micheline, Jacqueline, Petra, ça va bien, quoi. Et le problème, c'est que tu ne peux pas, à toi seul, quelles que soient tes compétences réelles, tu ne peux pas le forcer ce moment-là. Ça va être une question de timing. Il y aura l'opération où elle va être gauche, où elle va commettre un impair, et à partir de là, la paix, tu l'auras. Mais je ne connais pas de manière de la négocier avant. Ok, donc on va laisser les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler. Tu sais, imagine un milieu hospitalier avec un chirurgien dépassé techniquement et qui n'a pas la reconnaissance de ses pairs. Il est là, il est en place, il a un CDI, il est dans l'administration, il a une existence administrative. Il ne dégagera pas avant un certain nombre d'erreurs. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, forcément. Le critère, c'est le temps, en fait. Ce n'est pas de l'actionnariat où des associés peuvent proposer à un autre de lui racheter ses parts. Tu vois, tu ne peux pas proposer à ta DAF de lui racheter ses parts en lui disant « casse-toi ». Tu ne peux pas, on est bien d'accord. On est tout à fait d'accord. Non, elle est indéboulonnable, c'est ça, comme tu as dit, pour le moment. Tout ce que tu peux faire, c'est, dans la mesure du possible,
te passer de sa validation, et quand ça n'est pas possible, lui faire valider quelque chose d'extrêmement formel et d'extrêmement à côté de la plaque, mais simplement qui respecte le formalisme que son mini-cortex d'assistante comprendra. D'accord. Et le temps est de ton côté. Le temps est de ton côté, et à un moment, il y a un événement au-delà à partir duquel sa présence ne sera plus requise. Est-ce que ce sera dans 15 jours, dans 15 mois ou dans 15 ans? Comment le saurons-nous, Seigneur? Je ne vois pas. Mais dites en commentaire, puisque cette étude de cas, grâce à ton accord, a été enregistrée, dites en commentaire si vous avez en tête un levier de négociation permettant à Julien de se dispenser des visites impromptues de sa DAF, Petra. Moi, je n'en connais pas. Ok, bon, bah, d'accord. Est-ce que, en conclusion, tu peux nous faire un petit retour sur ton abonnement VIP Premium à l'attention, de ceux qui éventuellement ne seraient pas encore inscrits? Alors oui, l'abonnement Premium, je l'ai pris donc il y a 2-3 mois. Bon, après, je suis un client quand même qui date depuis 2005-2006 en pointillé quand même, donc on connaît un petit peu la maison, il n'y a pas de souci. J'avais déjà pas mal de séminaires avant. Là, j'ai juste mis un petit coup d'accélération. Petit message orageux qui me soupçonne tout le temps d'être à la source d'une immense escroquerie. Est-ce que vous pensez que, avec la facilité à propager des infos sur le web, est-ce que vous pensez que si j'étais un escroc, les gens me suivraient depuis 2005, sachant qu'on est en 2022? Est-ce que par hasard, ça se serait pas su depuis, quoi? Non, depuis le début, c'est un bon contenu de qualité qui aide. Enfin, moi, ça m'accompagne aussi bien dans la vie pro que dans la vie perso depuis 2005. Bon, comme je te disais, en pointillé. Mais oui, je le recommande tout à fait. Alors, VIP ou pas, VIP Premium ou pas. Mais en accompagnement en soutien ou en appui de sa vie perso ou pro, oui, c'est très très bien. On te remercie, Julien, et bah, tiens-nous au courant. Ça roule. Je te remercie, Stéphane, et puis à bientôt. C'est moi, ciao.